Quand j'entends quelqu'un dire un truc que j'ai déjà dit ou auquel j'ai déjà pensé, au lieu de me rassurer, en général, ça fait naître en moi une méfiance à l'égard de ce que ça dit, de ce qui est dit, en essayant de faire la part des choses, de distinguer, de voir la différence entre ce qui est dit et ce qui est pensé. Ça peut, ne dit pas ça par rapport à la sémantique générale, mais par contre la sémantique générale a l'air d'aller sur ce terrain, tu vois, parce qu'il y a une méfiance, une remise en cause de ce qui se dit. Qu'est-ce qui est dit? Ça n'est pas. Je pense que ça c'est je sais pas si c'est un reproche ou une critique, mais en tout cas c'est une précaution à l'égard de ce genre de discipline. C'est pas ça le sujet, c'est plutôt que en fait depuis, en tout cas ça a toujours été un exercice. Je dis ça parce que la sémantique générale se dit une espèce d'alternative, de seconde option, de seconde voie, de voie différente de ce qu'ils appellent eux la pensée aristotélicienne, qui serait une vision moins logique finalement. Je sais pas si c'est exactement comme ça qu'ils le formuleraient. J'ai l'impression qu'en fait ils partent sur un mauvais constat de ce côté-là, et qu'en fait ils font la même chose. Ils revendiquent une action similaire à celle de la philosophie, à savoir, en plus Aristote dit ça clairement, l'espèce d'ambivalence du langage. C'est la seule chose qui nous permet de dire quelque chose, d'exprimer une pensée, d'être précis, et en même temps c'est une contrainte parce que à partir du moment où on utilise l'outil linguistique, on utilise la langue, il y a plein de contraintes et d'obstacles et d'aspects de la langue avec laquelle il faut à la fois composer. En gros, c'est ça, c'est à la fois le langage est un outil, et à la fois en tant qu'outil, si tu veux, il y a des avantages et des inconvénients, si on veut dire ça comme ça. Je pense qu'il faut essayer d'être un petit peu plus précis, mais on peut faire des choses formidables avec le langage, même d'un point de vue un petit peu quand on a une démarche non pas forcément scientifique, mais quand on veut dire quelque chose, exprimer une pensée philosophique, même décrire quelque chose. On a beaucoup de choses à notre disposition dans le langage, selon les langues, avec les différences entre les langues, mais en même temps, de par la nature même d'une langue, et aussi de par l'utilisateur de cette langue, il va y avoir des tas de choses avec lesquelles ça va être difficile. En fait, il va falloir à la fois. Bon, parce que ça c'est une reprise, une récitation de Proust, il va falloir attaquer la langue. En fait, attaquer la langue, ça veut dire aussi s'attaquer soi-même, quoi. Pourquoi je disais ça, quand j'entends quelqu'un qui dit à peu près la même chose que moi, ou qui dit quelque chose qui ressemble à ce que j'ai déjà dit, et que ça, juste au lieu de me rassurer, ça me interpelle, comme on dit, ça fait naître une méfiance plutôt. Qu'est-ce que c'est que cette démarche de méfiance? Ça n'est pas dire que c'est mieux, ou que c'est un choix de vie, un principe qui serait de vivre tout le temps dans le doute. Finalement, c'est pas tellement ça, c'est pas tellement le doute au sens je dis quelque chose, et faut douter, tout ce qui est dit, faut douter comme si, parce que quand tu dis ça à quelqu'un, en plus surtout s'il est étranger à ce genre de questions, il va forcément dire oh là là, quelle galère, on peut pas vivre comme ça en doutant de tout. Mais c'est pas tellement ça, c'est pas tellement du doute que de la remise en question, au sens où ce qu'on dit et ce qu'on pense à un instant n'est pas, en tout cas n'est pas, ça c'est certain, mais la question c'est pas tellement que c'est ou ça n'est pas, c'est plutôt pour soi, car ça ne devrait pas pour soi être une vérité. C'est pas parce que, en fait, c'est une démarche, c'est-à-dire non pas encore une fois de doute, forcément au sens où douter ça veut dire ça impliquerait peut-être un état psychologique de faiblesse. La remise en question c'est pas tellement de la faiblesse, je pense que c'est une force. Alors après c'est pas facile de vivre avec ce type de démarche, mais encore une fois c'est pas un principe, c'est pas une fois que je dis quelque chose je remets en question ce que j'ai dit. Dans des choses comme la sémantique générale, il y a un côté forcé comme ça, on va remettre en cause un principe. Non, c'est une prise de conscience pour moi. C'est-à-dire que oui, c'est pas parce que aujourd'hui je vais affirmer, je sais pas, quelque chose sur le climat, par exemple l'écologie, c'est pas parce que tout d'un coup je vais avoir une espèce de jugement ou une pensée que à l'instant où je le dis, je dois oublier que justement cette pensée naît dans un instant.
bien précis, avec un décor, un environnement, des facteurs précis qui font que cette pensée, elle vient. Et même si c'est sur des choses beaucoup plus abstraites que l'écologie, donc là peut-être que c'est une démarche, par exemple, qui connaissent des scientifiques quand ils font des recherches, ou des gens qui raisonnent, on va dire. C'est pas parce que tu raisonnes sur quelque chose d'abstrait comme ça, sur lequel a priori il n'y a pas trop d'accroche sociétale, accidentelle. Tu peux dire oui, je raisonne, peu importe qu'il fasse beau, chaud, que je sois habillé en basket ou en costard, ou que je sois content, pas content, c'est du raisonnement. Bon, parfois c'est vrai qu'on peut se dire que il y a des raisonnements comme ça qui sont peut-être détachés de beaucoup de facteurs extérieurs, mais il n'empêche que même dans un raisonnement, peu importe que ça ne dépend pas de la pluie et du beau temps, ça dépend aussi de son état. C'est pas que de la neurobiologie ou de la je sais pas quoi, parce que je crois que dans la sémantique générale il y a beaucoup ça, cette espèce de prise en compte de vraiment de l'état nerveux, en tout cas dans le cycle du nom A d'Alfred von Vogt. C'est dit comme ça, c'est formulé comme ça. Alors comme je n'ai pas poussé mon étude de la sémantique générale, je peux pas te dire que c'est un principe de la sémantique générale. Je peux juste te dire que c'est dans le roman et que ça m'étonnerait pas que ça soit pas là pour rien, mais que c'est en tant que démarche un peu scientifique, coller la science, épistémique et tout ça, ça m'étonnerait pas que ça soit formulé comme ça dans des textes de la sémantique générale, mais j'en sais pas plus. J'ai pensé à un autre truc en lien avec les réseaux sociaux notamment, et tout ce qui se dit en ce moment sur Twitter sur le fait d'être trop connecté. Ça c'est marrant finalement, les gens qui tout d'un coup au XXIe siècle, en 2019, se disent oh là là, on est dans un monde trop connecté, on devrait vivre comme des païens, j'allais dire. On devrait se détacher de tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Leur premier réflexe c'est d'en parler sur Twitter finalement. Limite tu vas militer sur Twitter pour le fait d'être non connecté, tu vois. Bon, mais en dehors de ça, ce qui m'a plus impressionné, mais ce que je me suis vraiment... Une vraie question que je me suis posée à moi, c'est... par exemple, tu vois, je pense qu'il y a une démarche qui, dans ces raisonnements-là, on aurait tendance à dire oh là là, imagine quelqu'un... il n'y a même pas besoin de rechercher il y a 500 ans, hein, mais bon, quelqu'un du début du 19e siècle, imagine... tu l'amènes au maintenant en 2019, tu vois, on peut même imaginer des films et à quel point ce serait facile de tomber dans cette démarche un peu romantique où on téléporte tu vois, des visiteurs du passé dans notre époque, et on aurait tout d'un coup un mec qui nous dit, c'est comme ça que je pense qu'on voit les choses à notre époque, en 2019, on se dirait oh là là, ce type venu du passé, franchement il nous dirait mais vous êtes fous, vous êtes trop connectés, regardez, avant on n'avait pas besoin de ça pour être heureux, pour communiquer, on a perdu le sens du vrai et tout ça. Ça c'est une manière de voir les choses, mais c'est un aspect de la question un peu sociétal machin, etc. Mais en fait je me suis même demandé si un type du 20e siècle, je sais pas, c'est peut-être un peu... non, on vient du 20e siècle, hein. Mais bon, un mec même du 18e ou du 17e, dans lequel en tout cas un type qui vivait à une époque où il n'y avait pas de technologie de l'information, et de la communication, à part des feuilles de chou, quoi. Au lieu de se demander simplement s'il trouverait ça bien, si sur le plan comme ça conceptuel, un petit peu abstrait, il trouverait ça bien ou pas bien, les avantages et les désavantages, faudrait se demander si même il arrive à vivre en fait, tout simplement, c'est-à-dire est-ce qu'il devient pas maboule. Imagine ce que c'était qu'une vie. Bon après on rentre dans la socio, des trucs un peu barrés, si on est capable de abstraire un truc comme ça, penser un truc comme ça. Est-ce que c'est possible? Je sais pas. Mais un mec, un citoyen de France, tu vois, ce qu'il va falloir parler de choses singulières avant d'entrer dans des trucs très généraux. Voilà, l'homme il y a 300 ans. Qu'est-ce que c'est que l'homme il y a 300 ans? Est-ce que ça veut dire quelque chose? En tout cas. Si tu prends un mec qui vivait même en ville à une époque où il lisait le journal de temps en temps. Bon, il y avait déjà des affiches peut-être dans Paris, 2-3 publicités. Une fois qu'il est arrivé à notre époque, est-ce que franchement lui il voit Twitter? Est-ce qu'il voit Facebook au sens est-ce qu'il se dit Twitter c'est bien, Twitter c'est pas bien? Est-ce que YouTube ça l'intéresse? Mais au-delà de ça, est-ce qu'il devient pas ouf au bout d'une semaine de vivre dans un monde où tout le temps des messages? Alors il faudrait lui mettre tout dans la main. Hein. Tu crées un compte Facebook, Twitter, YouTube, tu fais faire une chaîne
chaîne YouTube limite. Enfin bref, tu le mets, c'est pas juste il se balade, c'est un touriste de notre époque. C'est genre il vit tout d'un coup, il devient du mec, je sais pas, du milieu du 20e siècle. Je vais exagérer parce qu'on a nos parents peut-être aussi, hein, mais bon, un mec de 1900 ou de même de 1830, allez, un Parisien de 1820, un Balzac, un machin. Tout d'un coup, pouf, 2019, tu lui mets, il a son iPhone dans la poche, il a la guitare dans la bouche, mais tu vois, c'est pas complètement idiot de dire ça. Enfin, il a son iPhone, il a YouTube, il a tout d'un coup, et il se balade dans le métro, il bosse, enfin, je sais pas. Est-ce qu'au bout d'une semaine, en fait, là, pour le coup, c'est de la sémantique générale, peut-être, en tout cas, c'est du cycle du noir. Est-ce qu'au bout d'une semaine, le fait d'avoir autant d'informations qui lui sautent au visage, de vivre dans un monde où, en fait, il est tout le temps, c'est pas tout le temps connecté, faut se méfier des mots comme ça, connecté, pas connecté, mais à quel point, oui, il est rarement seul et dans un certain silence, quoi. Et est-ce que ça le rendrait pas fou, finalement, d'avoir tout le temps son téléphone qui vibre, etc. Nous, on a développé des stratégies où on utilise des options techniques pour limiter ça, éventuellement. Tu vois, on va couper nos notifications, parce que moi-même, si j'avais mon Facebook, mon Twitter tout le temps avec des notifications qui apparaissaient sur mon téléphone, je sais pas si je deviendrais fou, mais je deviendrais... Alors, je viens de me réveiller, il est 5h du mat'. Figure-toi qu'il y a une partie du rêve où il semblait que j'étais à l'hôtel, mais je sais plus si j'étais avec quelqu'un ou sans cette personne. Je ne sais pas dans quel pays ou dans quelle ville j'étais censé être à l'origine pour peut-être des vacances. Mais j'avais l'impression, un vague souvenir, que normalement j'étais là-bas en France. Mais j'étais pas en Pologne. Bref, il y a un moment où je suis à l'hôtel et je me dis, en fait, je croise même une dame dans la rue, d'un certain âge, qui me parle d'un monument. Elle me parle en anglais, je crois qu'on parle anglais. Ça, de toute façon, il y a beaucoup d'éléments où on a l'impression qu'on est aux États-Unis. Mais par contre, l'architecture, on dirait plutôt l'Italie. Ce qui m'étonnerait pas, vu que j'ai 2 amis qui sont en Italie en ce moment, donc je vois des photos sur Facebook, par exemple. Comment raconter ce truc-là? C'est déjà en train de partir de mon cerveau, c'est bizarre. En fait, je me mets en train de me balader. Avant, j'ai un premier objectif de visite qui est peut-être une église. Mais par contre, une fois que j'ai croisé la dame qui me parle en anglais, je sais plus trop en fait ce qu'il faut que je visite. Elle me donne une indication, mais je sais pas, je me perds à moitié, mais en même temps je vois un magnifique bâtiment, plutôt brique rouge, qui ressemble vaguement à un couvent ou un bâtiment religieux. Et alors à l'entrée du bâtiment, là, on tombe dans l'ambiance un peu à l'américaine, mais des flics. C'est plutôt des nanas qui font l'entrée, mais en fait, ce que je comprends, c'est une université. Et je lui dis que moi, je veux aller visiter, je sais pas quoi, à l'entrée, une des gardiennes, enfin, une des meufs de la sécu. Et il y a une petite rigolade par quelle entrée je dois rentrer, parce qu'il y a plusieurs entrées. Il y a une entrée où c'est plutôt les étudiants qui vont, il y a un parti de sécurité et tout ça. Et puis il y a 2 autres entrées, mais bon, faut passer devant des flics, je sais pas, mais moi, les espèces de mecs de la sécu, en fait c'est que des meufs, et je sais pas, elles sont contentes de me voir, je fais des blagues, et elles rigolent, elles me fouillent pas et tout ça. Donc je rentre. À l'intérieur, en fait je regarde ma montre, et je me dis, de toute façon il est vachement tard pour faire ma visite, hein. Bon, je me dépêche, je cours un petit peu même. Et je regarde à ma montre et il est 28h. 28h. Alors, c'est pas l'heure à laquelle je me réveille, hein. Il est 28h quelque chose peut-être, mais je me rappelle que ça a un non-sens. Je vois qu'il est 28h. Je cours et je suis un peu paumé quand même. J'essaye toujours de me rendre à un bâtiment qui serait sympa à aller visiter a priori, mais bon.
Voilà. Et là, je suis un peu paumé, il y a 2 mecs qui s'arrêtent. Et en fait, pour continuer mon chemin, il faut que je traverse les chiottes des toilettes. Et là, ces 2 mecs qui sont genre torse nu, il y en a un, il est méga balèze. Franchement, on dirait un mec sorti tout droit d'un animé quasiment, enfin d'un manga. Et la première chose que je me dis, c'est qu'il est profilé, mais comme un requin quasiment. Enfin, c'est vraiment du muscle, quoi. Et en fait, en sortant des chiottes là, mais pour continuer mon chemin, je vois il y a de l'herbe. Ça semble au bord de l'eau. Et c'est une soirée étudiante, quoi. Mais à l'américaine, avec des mecs qui ont des grands verres de bière, enfin tu vois. Mais c'est riche, hein, c'est la grosse fac américaine de friqués, quoi. Et en fait, en me baladant, là, je marche un petit peu. Je sais pas, encore une fois, je dis des trucs à des gens, puis j'entends que ça parle français finalement. Et puis je me mets à discuter avec une nana, puis avec d'autres copines et tout ça. Et je lui parle du mec que j'ai croisé là, qui avait une allure de requin un petit peu. Enfin, je lui ai dit, ses bras, ils étaient tellement musclés, on aurait dit un requin, quoi, ses bras. Ses bras ont l'air d'un requin. Et en fait, au bout d'un certain temps, moi je suis mort de rire, tout ça, mais ça se passe bien. Il y a un mec qui arrive devant moi, et lui c'est pas un étudiant, il a une gueule chelou. Et j'ai l'impression que je le reconnais. J'ai l'impression que c'est un ancien collègue ou un truc comme ça. Mais il a plutôt une tête métisse, un petit peu, peut-être hindou, plutôt métisse. Il a des petits yeux. C'est bizarre la représentation que j'en ai. Alors est-ce que c'est parce que dans mon imagination j'ai du mal à faire des têtes réalistes, mais là en tout cas il a une tête presque de cire, un petit peu. Il a juste un peu la pommade, mais au départ black. C'est pour ça, il pourrait être un peu métis, mais on dirait presque un mec un petit peu de Nouvelle-Zélande ou un truc comme ça. Il est assez costaud et en fait, il me tient il met son bras par-dessus l'épaule et il marche avec moi. Mais en fait, c'est comme si c'était un mec de la sécu qui voulait me dégager de la soirée, quoi. Mais il est au téléphone à quelqu'un, ou à l'oreillette à quelqu'un. Et en même temps, je lui dis, vas-y donc, genre on se connaît, quoi, un truc comme ça. Et lui, il répond, il dit bien un truc au début, je crois même que c'est lui qui dit ça au début, il dit genre, il dit quelque chose qui dissipe le doute, qui montre qu'il m'a déjà vu, il me dit limite un truc du genre, ça fait longtemps depuis tel moment, ou telle entreprise, je sais plus trop, parce que j'ai toujours en tête que c'est un de mes anciens collègues. Mais j'ai ce sentiment-là dans le rêve. Mais à bien y réfléchir, là maintenant, je vois vraiment pas. Et mais bon, n'empêche que le mec, il est toujours en train de me bien serrer la nuque, là. Et il marche avec moi. J'ai plutôt l'impression que voilà, c'est un mec de la sécu, il me dégage de la soirée. Je réfléchis même et je me dis, est-ce que c'est parce que j'avais rien à faire ici? Est-ce que c'est parce que je me comportais de manière un peu comme un bourré avec une histoire de mec avec des bras comme des requins? C'est pas très clair, mais bon, effectivement, le mec il parle en anglais au fait au micro et il me dit, il dit à son collègue des trucs que je comprends pas. J'ai pas l'impression que c'est du vrai anglais en fait. Et en fait là, il arrive à un moment où ça va être clairement du Mordo. Alors dans Mordo, il y a des mecs qui écrivent en anglais mais qui parlent pas en anglais. Mais pourquoi je te dis du Mordo? Parce qu'en fait on arrive dans une espèce, bon ça a pas de sens, une espèce de couloir végétal, enfin comment te dire, une allée, mais un peu
ça bouge un petit peu, quoi. C'est pas un terrain hyper plat, ça courbe un petit peu, ça descend, ça monte, dans lequel à chaque fois on croise des gens qui s'affrontent en duel. Et parfois ils sont deux, parfois ils sont deux contre deux. Et alors ça y va à coups de lance, ça a l'air bizarre, mais on croise une fois une personne contre une, je crois, et une autre fois deux personnes contre deux, à moins que ça soit toujours deux contre deux. Et là je vois, à un moment donné, on évite des coups de je sais pas quoi, en gros les mecs sont en train de s'entretuer, nous on passe à côté. Et moi je dis, dis donc, ça en est failli peu, hein, tu vois, genre... on a failli se prendre un coup de hache là ou je sais pas quoi. Et le mec, il est toujours à moitié au téléphone. Il me serre toujours la tête à la nuque là, avec son bras. Et de l'autre main, je vois qu'il se saisit d'un truc. Je sais pas ce qu'il fait. Soit il bute un gars, mais c'est pas très clair. Et après, quand il y a une scène encore comme ça de duel là, 2 contre 2, je l'aide, quoi. Moi, je ramasse des trucs. Au début, je l'aide à pousser la lance. Il tue des gars avec un coup de lance. Je l'aide avec un bras aussi à pousser la lance pour transpercer les gars. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il me laisse enfin un petit peu être libre de mes mouvements. Et puis, je ramasse carrément un arc. Mais en fait, les flèches, c'est de la grosse merde. En fait, on se pique. Mais ça tue pas, quoi. Ça transperce pas la peau. C'est comme si on jetait un bout de carton. Est-ce qu'il y a une suite à ce rêve? C'est pas sûr. C'est le dernier truc, je crois, dont je me souvienne. Alors en ce moment, qu'est-ce que je fais le soir et le week-end? Je relis et je corrige le manuscrit d'un roman que j'avais commencé en 2003, puis j'avais retravaillé petit à petit de temps en temps ce texte. Je pense que dans les années 2007-2008, il aurait peut-être dû être publié par mon éditeur d'alors, qui avait publié en 2006 mon premier roman, qui s'appelle Menaxen. On est en 2019. Aujourd'hui, j'ai plus de contact avec cet éditeur. Je pense qu'il publiait autre chose. Bref, il a plus envie de me publier. Mais il y a quelques manuscrits qui étaient peut-être valables. Alors pas auprès, puisque j'ai tenté ma chance aussi, j'ai envoyé ces manuscrits auprès à des maisons d'édition classiques que tout le monde connaît en France. Ça n'a jamais été publié. J'en profiterai pas pour faire un grand hiatus sur l'édition et l'état du marché du livre actuellement. En tout cas, aujourd'hui, on peut s'auto-éditer. Aujourd'hui, on peut le faire facilement. Plus facilement qu'avant, notamment parce que s'auto-éditer, en général, ça veut dire payer assez cher soi-même l'impression, la diffuser son livre en France, c'est super cher. Et puis, en plus, tu sais très bien que dans les librairies, tu vas jamais trouver un bouquin que quelqu'un a édité lui-même dans son coin, même s'il a dépensé des milliers d'euros pour s'imprimer, pour faire une jolie couverture, tu trouveras jamais ce bouquin chez un libraire. Donc aujourd'hui, je vais être très pragmatique. Aujourd'hui, il y a Amazon et surtout Kindle. Donc la version publishing édition sur Amazon. Ça concerne pas seulement des e-books, des livres électroniques, puisque Kindle fait aussi de l'édition papier, en tout cas capable d'imprimer des livres brochés. Alors je sais pas du tout à quoi ça ressemble. J'ai jamais vu un livre comme ça entre quelque part chez quelqu'un. Preuve que peut-être ça marche pas beaucoup. En même temps, ça doit être de l'impression sur demande, à la demande, donc je pense que c'est vraiment minoritaire pour ce genre d'ouvrage auto-édité. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais, en septembre, une fois que j'aurai fini tout ça, la relecture,
je vais publier, m'auto-éditer sur Kindle Direct Publishing. En fait, c'est la plateforme d'auto-édition. Alors donc e-book et livre broché, mais bon, moi je crois pas trop à la possibilité qu'on puisse vouloir des livres écrits par moi, qui suis complètement inconnu. Bon. Je vais mettre en ligne un e-book sur Amazon, donc sur Kindle. Donc il faut avoir Kindle pour lire ces e-books, parce que c'est un format e-book mais Kindle. Et je pense que si tu es sur Fnac et compagnie, je sais plus comment ça s'appelle, leur liseuse, je pense pas que tu puisses télécharger les e-books qui sont vendus sur Kindle, tout simplement. Ou alors tu dois pouvoir le faire, mais via une petite astuce, parce que je sais que tu peux transformer des e-books propriétaires, on va dire, avec des formats propriétaires en format libre et tout ça. Il y avait toute une magouille à l'époque. Ça date d'il y a 6 ou 7 ans, quand je m'étais intéressé à ça. Maintenant, je sais pas trop comment ça se passe. En tout cas, bon, Amazon, c'est le premier libraire de France, donc et puis ça me permet c'est simple en fait. Je ne sais pas si la Fnac fait la même chose qu'Amazon, mais Amazon met à disposition la plateforme, donc Kindle Direct Publishing. C'est gratuit. Tu télécharges un soft qui s'appelle un petit logiciel qui s'appelle Kindle Create, dans lequel tu mets en forme ton texte en fait, avec principalement la première page où il y a le titre, ton nom, qui n'est pas la couverture. La couverture tu l'as fait après, soit via leur plateforme, mais je n'ai pas testé encore. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais uploader une couverture. Je sais pas s'ils demandent du JPEG 300 dpi ou juste un petit truc en 72 dpi. De toute façon, c'est des micro-vignettes après sur ta tablette. Enfin, c'est pas des grands formats. Et puis, j'ai un ami qui, il y a 6 ou 7 ans maintenant, qui avait fait une couverture, mais avec le logo de l'éditeur actuel, donc actuel au sens d'alors, quoi. Donc je vais lui demander de récupérer le visuel qu'il avait fait, qui était très joli en 3D, etc., parce que c'est un animateur 3D, mais aussi, il a fait une école d'art appliqué prestigieuse, tout ça. Enfin, c'est assez joli ce qu'il fait, c'est même plutôt très joli. Enfin, j'aime beaucoup. Puis en plus, il avait tout à fait bien saisi un petit peu l'idée du bouquin, il avait lu un petit peu, et puis du coup, il avait ressorti une belle illustration avec un train, etc., parce que c'est un ouvrage, le récit, et beaucoup sur le voyage. C'est assez surréaliste. Ça parle de rêve du train. C'est assez inspiré, en tout cas, parce que c'est pas vraiment comme ça que je l'avais vu, mais je sais pas, si tu mélanges Samuel Beckett, les pièces de théâtre de Beckett, ou même le roman par exemple Molloy, tu le mélanges à le voyage de Chihiro, ou des trucs un petit peu plus manga dans l'esprit, mais un peu perché, tu vois, un peu très très surréaliste. Tu secoues tout ça et ça donne ce texte. Qui fait, alors là sur Word il fait actuellement 268 pages. Je pense qu'il va rétrécir un petit peu après la mise au format Kindle. Kindle Create, c'est aussi un traitement de texte, mais tu vas pas faire ton roman, tu vas pas écrire ton texte sur ça. Même corriger les coquilles de dernière minute dessus, je pense que c'est pas une bonne idée. C'est vraiment pour mettre en forme. Donc je n'ai aucune idée du prix. Moi j'aimerais le vendre le moins cher possible. Et en septembre, si c'est en septembre, j'espère que ce sera en septembre, si tout ça est fini, publié, je t'en parle, je fais de la pub, parce que si je fais tout ça, si je me casse la tête là le soir à relire, corriger, réécrire des passages, c'est pour espérer en vendre le plus possible. Après, c'est pas tellement pour gagner des 1000 et des 100, c'est plutôt pour qu'il ait son petit succès, même si c'est une centaine de ventes, j'en sais rien, mais bon, essayons d'y croire un petit peu, voilà. En tout cas, rendez-vous en septembre pour en apprendre plus. Je te donnerai tous les références. De toute façon, je pense que quand ça sera publié, diffusé sur Amazon Kindle, je pense que je ferai le plus de pub possible dessus. 教室姐姐介绍进觉得考试可能可以累零旅游
忙，您，便宜，票，铅，铅笔，情，去年，日，生病，生日，虽然，外，往，晚上，为什么？问，小时，心，性，羊肉，意思，因，游泳，在，早上，丈夫，真，左边。